Bonjour, c'est le Culture Mag maintenant, votre rendez-vous dédié aux arts, au spectacle et à ce qui rend la vie un peu plus légère. Nous avons aujourd'hui une invitée spéciale et nous sommes très heureux de l'avoir avec nous sur le plateau parce que c'est un chat sauvage. Alona Kimri qui publie son 4e roman Victor et Macha aux éditions Gallimard. Nous allons vous faire découvrir cet auteur, si vous ne la connaissez pas déjà, grande figure littéraire israélienne, grande contestataire aussi. Elle est traduite dans plus de 15 langues. Avec elle, nous parlerons d'Israël, d'intégration, de politique, et puis de toutes ces choses provocantes, rugueuses et très sensuelles, comme elle sait les écrire. Voilà pour le sommaire. Merci d'être avec nous. Merci Alona d'être sur le plateau du Culture Mag. Alors, Victor et Macha, c'est l'histoire d'un frère et d'une sœur, deux jeunes orphelins russes débarqués en Israël dans les années 70, dans la banlieue de Haïfa. Ils sont entourés de personnages très attachants. Il y a une femme marocaine qui fait très bien la cuisine, il y a un jeune garçon attardé, il y a toute la bourgeoisie ashkénaze et bien établie comme vous les décrivez. Est-ce que pour vous, Alona, c'était une façon de prendre ces deux héros? Est-ce que c'était une façon pour vous de scanner toute la société israélienne? Dans un sens, j'ai effectivement scanné la société israélienne. Cette société a beaucoup changé. Le monde entier a beaucoup changé. Il est devenu bien plus multiculturel. Les gens sont de plus en plus attachés à leur identité. Par exemple, en Israël, les séfarades sont de plus en plus militants. Ils revendiquent leur identité. Mais ce n'est que la toile de fond de mon livre. En fait, je parle de relations entre les hommes, de la psychologie derrière ces relations. Et quand je regarde les jeunes, je vois de la vie, de la beauté, de la passion. Et c'est pour ça que j'ai choisi de jeunes personnages. Alona, ces deux jeunes personnages, Victor et Macha, sont accompagnés de leur grand-mère, Catherine, et ils ont tous les deux des caractères assez différents. Il y en a un, Victor, qui est plus conciliant, plus doux, qui a envie de s'intégrer dans le fond. Et puis, il y a Macha, qui est beaucoup plus sauvage, beaucoup plus dure, beaucoup plus provocante. Est-ce que ces deux personnages et leur grand-mère, est-ce qu'ils vont, comme on dit en français, dans le mur? Qu'est-ce qui ne va pas marcher pour eux dans leur intégration en Israël? Le jeune garçon, Victor, est homosexuel, ce qui dans les années 70 en Israël n'était pas vraiment une option. C'est comme dans l'Union soviétique, il n'y avait pas d'homosexuels à cette époque. Il n'y en avait qu'à l'Ouest, aux États-Unis. Donc là, il découvre son identité sexuelle. Il a une personnalité complexe, parce qu'il est très immoral, et il souffre du fait d'être immoral. Il souffre de faire tous ces péchés, mais il ne peut pas s'arrêter. Il se drogue, il boit, il est très jeune, très beau, il se sert de son charme, de sa beauté. Il veut être un bon garçon, mais il n'y arrive pas. Il veut être un Israélien ashkénaze, c'est pour ça qu'il Oui, il veut être un ashkénaze. C'est un fantasme pour lui d'être un Israélien ashkénaze. Et Macha? Macha, ce n'est pas quelqu'un qui a l'habitude d'être aimé par ses proches. Donc elle fait partie de ces gens qui se battent pour obtenir le respect des autres, parce qu'ils ne reçoivent pas d'amour. Ils n'ont pas la beauté, ils n'ont pas le charme, ils n'ont pas la séduction. Ils n'ont pas toutes ces choses un peu magiques qui attirent les gens. Alona, vous avez choisi comme décor de votre livre les années 70, qui sont les années qui ont précédé votre arrivée à vous en Israël. Vous décrivez un quotidien assez difficile pour ces nouveaux immigrés russes, les centres sociaux, les éducateurs, ces kibbutz, cet apprentissage de la langue. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, c'est la même chose, ce sont les mêmes difficultés pour les nouveaux immigrés russes? Pas du tout. Les Russes qui sont arrivés ici dans les années 90 font partie d'une vague d'immigrants bien plus importante. Ils étaient au moins 1 million. Et puis à ce moment-là, le climat politique et social en Israël, mais aussi dans le monde, était plus favorable, avec une approche plus multiculturelle. Les Russes maintenant n'ont plus la même envie que ces Russes qui sont arrivés à l'époque où j'ai fait mon alia. Nous, on voulait absolument nous intégrer. Les Russes aujourd'hui, du moins une grande partie d'entre eux, n'en ont rien à faire.
Traditionnellement, les Russes pensent qu'ils ont un niveau culturel plus élevé. Beaucoup d'entre eux n'ont pas envie de devenir des Israéliens. C'est ce que vous racontez, mais on a bien vos mots qui sont très provocants. Vous dites à un moment donné du personnage Catherine, quand elle parle d'Israël, c'est Israël, je vous cite, Israël de merde, pays oriental plein de zid. Et puis de l'autre côté, ces Russes qui viennent d'arriver parlent d'Israéli primitif. Vous pensez que toutes les communautés qui débarquent en Israël, c'est-à-dire les Marocains que vous décrivez, les Russes, les Français, finalement, ils restent des communautés ne constituent pas une nation israélienne? Non, ils ne forment pas une nation. Et c'est de plus en plus le cas. On peut le voir sur les réseaux sociaux comme Facebook. Il y a de plus en plus d'immigrés d'Afrique qui sentent qu'ils ont été humiliés, privés de leur culture, de leur langue, de leur tradition, qu'ils ont été traités comme des primitifs, pas seulement par les gens dans la rue, mais aussi par le gouvernement, par des personnalités importantes du pays. Donc maintenant, il y a beaucoup de changements et plus personne ne veut devenir israélien. La seule chose à peu près commune à tous ces Israéliens, c'est qu'ils détestent les Arabes. On va en parler un petit peu. Alors, Israël se prépare aux élections. Alona Kimri, vous étiez très engagée au sein du parti de gauche, le Meretz. Est-ce que vous y êtes toujours? Et qu'est-ce que vous attendez des élections dans votre pays? Je n'attends rien de bon. Ça m'attriste, mais je suis plutôt pessimiste. La seule chose que j'espère, c'est que les gens... Parce qu'en ce moment, tout le monde fait ses petits calculs et pense qu'en votant pour le camp sioniste, le parti va remporter les élections. Mais ça n'arrivera pas. Et ils priveront le parti de gauche Meretz, qui est un petit parti, de leur vote. Oh non, je ne veux pas voir ça. Mais quoi, c'est le clip de campagne du Meretz? C'est embarrassant. Oui, mais c'est eux qui communiquent, c'est votre parti, c'est pas nous. Non. C'est juste du mauvais goût. L'attitude des gens de gauche est très bonne, mais cette vidéo est de mauvais goût. C'est de la mauvaise relation publique. Bon, donc vous n'êtes pas optimiste sur les élections. Alors, vous êtes l'une des personnalités littéraires les plus provocantes de votre pays, les plus éminentes, très insaisissables, moi je trouve. Vous avez reçu quand même beaucoup de prix. Est-ce que, Alona, le public israélien, est-ce qu'il comprend votre littérature un peu retorse? Parce qu'il y a beaucoup d'amour et en même temps beaucoup de haine. Je pense, ou plutôt je sais, que j'écris surtout à la marge. J'écris sur ceux qui ne s'expriment pas, ou ceux qu'on n'entend pas. Les immigrants, les homosexuels, les femmes grosses ou moches, les enfants, c'est ce qui m'intéresse. Ce n'est pas un agenda littéraire ou quoi que ce soit. Je ne me dis pas, il faut absolument que j'écrive des histoires sur ce genre de personnes. J'aime écrire sur des personnes qui sont en retrait. Ma place en tant qu'auteur ici en Israël est très particulière, parce que la plupart des gens préfèrent lire des livres sur des choses plus communes, comme la famille, ou une fille israélienne qui tombe amoureuse d'un garçon arabe, des sujets très israéliens ashkénazes. Ce style est encore très présent dans la littérature israélienne. Les grands auteurs à qui on demande l'opinion politique sont toujours les mêmes, comme Amos Oz, David Grossman, Abbe Yehoshua, qui sont des hommes blancs ashkénazes. En littérature, il y a toujours ce côté conservateur. Ce n'est pas encore tout à fait répandu d'entendre d'autres voix. Vous êtes très à part, mais c'est drôle, vous dites tout le temps les Ashkénazes blancs, mais vous considérez quoi, dans le fond, vous, Alona? Je ne suis pas ashkénaze. Ashkénaze n'est pas seulement l'endroit d'où l'on vient, c'est aussi... bourgeois.
établie. C'est aussi une attitude politique, un statut économique, une façon de vivre, un agenda culturel. C'est aussi la façon de traiter les gens qui sont différents de vous, ou la façon dont vous pensez posséder le pays. C'est un état d'esprit que je n'ai pas. Avant, j'étais comme ça. Du moins, je voulais l'être, parce que quand je suis arrivée en Israël, c'était plutôt prestigieux. Mais ce n'est plus le cas. Ça ne m'intéresse plus. Je suis une juive russe. Je suis une femme avant tout. Juste une femme juive. Parmi les polémiques qui ont émaillé votre carrière, il y a celle de septembre dernier. Vous aviez demandé qu'on mette un journaliste quasiment sur le bûcher parce qu'il avait utilisé des méthodes un peu bizarres. Il s'était fait passer pour un Allemand. Il était parti à Ramallah. Du coup, on lui avait sorti des propos antisémites, antisionistes. Et vous avez dit, il faut le brûler. Après, vous êtes excusé. Est-ce que vous recommenceriez? Et quel regard portez-vous maintenant sur cette affaire? Non, d'abord, c'était plutôt une sorte de blague. Vous avez appelé à ce qu'on le brûle quand même. Mais les gens de droite l'ont un peu amplifié. Vous savez, je parlais avec des amis du genre, on devrait brûler ce type et l'enterrer sur une plage de Rishon. C'était une façon de parler. Ce n'est pas comme si j'avais vraiment quelque chose contre lui. Je suis évidemment pour la liberté d'expression. Vous savez, parfois la presse ne saisit pas bien l'ironie. Il y a tellement de malentendus sur Facebook. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Depuis que je me suis remise à utiliser Facebook, il y a eu de nombreux malentendus. Tout le monde s'est offusqué, je me suis offusquée. Certaines choses, quand elles sont écrites, ne sont pas comprises comme quand elles sont dites. On n'en saisit pas toujours l'humour. Bien sûr. En 2007, j'ai regardé un peu votre biographie, les papiers sur vous. En 2007, vous avez accordé une interview à un journal français, Le Figaro, et vous avez dit « L'Occident est obsédé par l'islam ». Je voudrais avoir votre point de vue maintenant aujourd'hui avec tout ce qu'on voit dans le monde, avec la montée de l'antisémitisme, avec la violence islamiste. Est-ce que vous avez la même réflexion ? C'est un sujet très vaste, très difficile à traiter. J'aurais aimé être aussi déterminée que Michel Houellebecq et avoir une opinion aussi stricte. Je pense que l'islam se répand. Non, parce qu'il y a l'islam à l'extérieur et puis aussi l'islam ici. Alors l'islam ici, c'est... On ne peut pas le considérer comme une entité unique. Par exemple, si vous regardez la population palestinienne, vous ne pouvez pas dire qu'il n'y a que des islamistes extrémistes. La plupart d'entre eux veulent simplement élever leurs enfants, vivre en paix, avoir de bonnes universités, ne pas être considérés comme des citoyens de second rang, des gens qui veulent une vie normale. On parle d'islam, mais ce n'est pas comme si tout le monde était impliqué dans le djihad. Les gens veulent vivre, tout simplement. Ok. Allez, on va parler un peu de cinéma, un peu de chansons. Vous êtes marié à un chanteur populaire en Israël, Yjar Ashdod, j'espère pas écorcher son nom, que j'ai vu en concert, la salle chantait, enfin tout le monde le soutenait, le connaît très très bien. Et vous écrivez pour lui notamment une chanson qui s'appelle Question d'habitude. Est-ce que pour vous, Alona, écrire des paroles de chansons pour votre mari, est-ce que c'est une façon de prendre l'air ou au contraire de continuer à militer ? C'était une chanson particulière que j'aime beaucoup d'ailleurs. Tout d'abord, je n'écris plus de chansons. Pour son dernier album, il a travaillé avec un autre auteur. Ce n'est pas un travail que j'apprécie vraiment. D'autant que mon mari est un auteur-interprète. Donc je dois rentrer dans sa tête. Et je ne suis pas dans sa tête. Je suis plus provocatrice, plus agressive, plus dépressive que lui. Il est plus attaché aux mots, il est plus réfléchi, plus philosophique. Alors que je suis plus révolutionnaire. Donc c'est très difficile pour moi d'écrire pour lui parce que ça signifie que je dois me projeter dans sa tête. Je préfère écrire des choses qui viennent de ma tête. Et vous le faites très bien. Alors, Alona, on va parler un tout petit peu de cinéma. Suzanne l'a
Pleureuse, qui a été un succès mondial, traduit en 15 langues, a été adapté en Israël sur la chaîne Hot en série. Est-ce que ça vous a fait plaisir de voir vos personnages adaptés à l'écran? Est-ce que c'est quelque chose qui vous va? Almost committed suicide. I almost died. I got 5 years older when I saw this. Oh, j'ai failli me suicider. J'ai vieilli de 5 ans avec cette série. Quand je l'ai vue, mes cheveux sont devenus blancs tout d'un coup. C'était une expérience très difficile. Il va y avoir des productions françaises et belges pour Suzanne la Pleureuse, mais je ne m'y impliquerai pas. Qu'ils le prennent et en fassent ce qu'ils veulent. Moi, j'avais juste écrit le scénario, il était drôle, et ils en ont fait une série que j'ai beaucoup de mal à regarder. Alors on va enlever l'image. Ma dernière, bye bye. C'est bye bye. Est-ce que vous savez pourquoi le public francophone vous aime à ce point? You know, I have a passion for language. Vous savez, j'ai une passion pour le langage. J'aime jouer avec les mots. Mon hébreu n'est pas un hébreu ordinaire. Parfois, il y a de la syntaxe russe. Je suis parfois inspirée par Nabokov et d'autres écrivains russes. Dans ce sens, je ne suis pas un auteur typiquement israélien. Les Français aiment le beau langage. Quand j'étais en France, un journaliste me posait une question et il a tellement parlé qu'à la fin, je lui ai demandé quelle était sa question. Et il m'a dit, vous savez, ici, on aime les conversations. On ne pose pas forcément de questions. On fait une observation et on s'attend à ce que l'autre personne réagisse. Donc je joue avec tout ça dans mes livres et je pense que c'est ce qui fonctionne avec les Français. On se comprend. Yes, tell me. It's good for the French. We understand each other. Merci beaucoup, Alona Kimchi, d'être venue sur le plateau du Culture Mag. Je rappelle votre livre qui est formidable, très joli roman, Victor et Macha, aux éditions Gallimard. Merci. Thank you very much, my darling Valérie.